Et on est ensemble jusqu'à 10h et on accueille Alain Esquer. Un grand merci d'être avec nous ce matin, Alain Esquer. Vous êtes la voix, le visage des victimes de Betharam. C'est la première fois que vous venez sur un plateau. On vous a entendu aux côtés de François Bayrou lorsqu'il était venu à votre rencontre à Pau. À vos côtés, Mathias Tesson, que je remercie particulièrement d'être là aussi, journaliste police-justice de BFM TV, qui suit l'affaire Betharam depuis le début. Alain Esquer, vous êtes ici parce que dans une heure, vous serez devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les victimes des établissements privés sous contrat. Tout à l'heure, vous avez également rendez-vous avec Elisabeth Borne, qui va vous recevoir au ministère de l'Éducation nationale. Comment vous allez ? Alors déjà, bonjour à tous. Je ne vais pas super bien parce que j'ai pas dormi cette nuit. C'est une journée qui est très importante pour les victimes, pour toutes les victimes en fait de France. Et je suis investi aujourd'hui d'une grande mission, celle de porter cette voix au plus haut sommet de l'État, à Elisabeth Borne évidemment, et puis à la commission d'enquête parlementaire dont je me félicite qu'elle se soit constituée puisque c'était une de nos demandes initiales. Votre souffrance, on l'a entendu. Moi, j'ai été particulièrement bouleversée quand je vous ai entendu parce que je trouvais qu'à travers vous, on entendait l'enfant que vous aviez été, on entendait ce que vous racontiez des uns et des autres, vos camarades de l'époque qui chacun ont vécu ça en solitude. Aujourd'hui, vous dites vivre une forme de camaraderie. Quels sont les témoignages que vous recevez et encore les tout derniers jours ? J'en reçois tous les jours, Apolline, des témoignages les plus bouleversants les uns des autres. Non seulement des violences physiques qui se sont perpétuées pendant des décennies, mais ces violences sexuelles totalement inacceptables. J'ai porté ici un document où vous avez tous les prêtres directeur de l'établissement de Betharam depuis 1950, grosso modo à 2000, ils ont tous été des agresseurs d'enfants. Est-ce que le critère de recrutement à Betharam, c'était d'agresser les enfants sexuellement ? Et quand je parle d'agression, c'est pas seulement des attouchements, c'est aussi des viols. Et on a une responsabilité tous face à cette ignominie de ce type d'établissement qui a perduré pendant des décennies. C'est pas normal que dans cet établissement, on ait trouvé autant de pères directeurs. Mais Alain Esquer, c'est la question qui est fondamentale. C'est est-ce que on embauchait des pervers, est-ce qu'ils se recrutaient entre eux, ou bien est-ce que c'est l'institution qui fabriquait finalement cette perversité de gens qui ne l'étaient pas forcément au départ ? Moi, je pense que déjà, il y a un problème avec les prêtres et la sexualité. Et il faudra s'interroger sur la question du célibat une bonne fois pour toutes. Et je pense que si tous ces scandales coûtent énormément cher à l'Église, elle va peut-être se réformer, et il en serait temps. Parce qu'en tant que chrétien, je trouve que c'est ce qu'elle nous doit à tous. Mais au-delà, je crois que vous avez raison, Emmanuel. L'institution fabriquait des pervers. Moi, malheureusement, j'ai connu des enseignants à Saint-Pé-du-Bigorre qui sont partis ensuite dans l'établissement de Betharam. Je pense notamment au diacre Angemur, maire de Jarret, que j'ai eu comme enseignant, à qui je ne peux rien reprocher, et qui va se mettre à frapper des enfants quand il va être à Betharam. Donc je pense que comme si Betharam l'avait en quelque sorte transformé. Oui, je pense qu'en fait, il y a un tel ADN de violence dans cet établissement qu'on ne peut pas faire autrement que de devenir violent quand on a des responsabilités éducatives à Betharam. Et tout ça avec la complicité de toute la communauté. Parce que c'est un climat pathogène. Ouais, l'impunité fabrique aussi des pervers. Je veux dire, l'institution et l'impunité entretient, en tout cas... empêche que la lumière soit faite. Quand on prend connaissance des plaintes et des faits dénoncés, on a le sentiment d'avoir affaire à un espèce de système de prédation organisé par les uns et les autres, les laïcs comme les religieux, où chacun se protège en fait. Et ce qui était, je trouve, assez sidérant de constater, c'est que vous, les victimes, à l'époque, n'étiez pas au courant de ce qui arrivait à vos petits camarades, comme si les faits dénoncés, les violences, les viols avaient lieu comme ça, très discrètement. Et ce n'est que plus tard,
récemment que vous avez tous pris conscience que vous étiez tous des victimes, des camarades. Oui, je crois qu'il y avait énormément de violences physiques. De toute façon, on ne peut pas avoir été élève à Bétharram et dire « moi, je n'ai vu aucune violence ». Ça, c'est totalement impossible parce que les tabassages en études, on y assistait tous. Parce que vous étiez obligé, par exemple, de ne pas chuchoter. Vous n'aviez pas droit à lire quoi que ce soit en dehors des livres de classe. Vous subissiez cette pression du silence d'une façon continue du matin. Moi, j'étais externe encore. De 8h à 19h30, mais imaginez en fait la vie de ces internes, elle était diaboliquement sidérante. Les enfants n'avaient pas le droit de s'exprimer au dortoir, il n'y avait pas de veillée qui était organisée à Bétharram. Par exemple, on pouvait jouer à un jeu de cartes ou autre. Le jeu était proscrit dans cet établissement. Le jeu était proscrit, donc les enfants eux-mêmes ne se parlaient pas les uns les autres. Non, sauf au moment des récréations, et souvent c'était des moments de règlement de compte et de violence extrême entre les enfants, parce que quand vous êtes conditionné dans la violence, vous n'avez pas d'autre solution. Alain Esquer, vous avez prononcé tout à l'heure le mot, vous avez dit en tant que chrétien. Vous êtes, vous, Alain Esquer, aujourd'hui, vous avez 53 ans, vous êtes donc cet ancien élève de Bétharram, vous y avez été scolarisé à partir du CM1, vous vivez d'ailleurs toujours tout proche, je crois, à 700 mètres de Bétharram, cette vie où vous avez porté d'abord les combats des autres, vos combats à vous, et vous êtes toujours un homme de foi. Et je suis toujours un homme de foi parce que ces hommes d'église ont trahi. Ils ont trahi leur mission auprès de nous d'abord. Les enfants qui leur étaient confiés. Ils ont trahi nos parents qui payaient cher l'institution. Ils ont trahi l'État, et c'est ce que je vais dire à Elisabeth Borne cet après-midi, et ils ont trahi également les évêques et l'Église en général. Cette congrégation des pères de Bétharram, pour moi, c'est comme une secte, et elle devrait être dissoute. Je n'ai pas de mots assez durs quand je vois tous les témoignages que je reçois. C'est tous les jours. Et là, par exemple, des plaintes non prescrites qui vont arriver prochainement du dernier père directeur de Bétharram. Je suis sidéré, Apolline, et à vrai dire, qu'est-ce qu'ils vous disent en colère. C'est quoi ces plaintes? C'est quoi ces témoignages? C'est des viols, c'est des attouchements systématiques sur des enfants de moins de 12 à 13 ans. Enfin, à Bétharram, on y arrive à l'âge de 8 ans. Les enfants, ils ont besoin d'affection. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre ces enfants dans un établissement à cet âge-là. Alain Esquer, est-ce que, parce que vous êtes arrivé sur le plateau tout à l'heure en disant « j'ai fait de l'insomnie, j'ai mal dormi », est-ce que vous redoutez qu'il y ait aujourd'hui, possiblement, un rendez-vous manqué avec ceux qui vous écouteront? Oh, je ne le crois pas. Il n'y a pas de rendez-vous manqué. Nous devons démontrer, et les 7 autres membres des collectifs qui vont parler tout à l'heure et qui vont être auditionnés, attesteront que les violences à Bétharram, en fait, elles se sont votre responsabilité est liée. Est-ce que vous serez entendu? Bien entendu. Mais moi, je le crois. François Bayrou nous a bien écoutés. Il a mis plus de 3h30 autour de la table. Il y avait une grande diversité et il n'y avait pas que des amis à François Bayrou. Il y en avait, mais il n'y avait pas que ça. Et il a été très à l'écoute et c'est pour ça que je l'ai trouvé sincère. Maintenant, je crois qu'on a tous une responsabilité. Je crois que les politiques, comme les enseignants, comme toute la population locale, nous avons agi par lâcheté sur ces périodes-là, parce que nous pensions que dans certains établissements, dans notre pays, eh bien, on pouvait avoir des établissements où on casse l'enfance, où on brise. Tout ça pour des résultats illusoires. Parce que moi, mes résultats scolaires, ils n'ont fait, alors vous allez dire, je suis arrivé petit, mais ils n'ont fait que décroître. Ces gens-là ne m'ont rien appris.
Ils ne vous ont jamais rien apporté, ils ne vous ont pas accompagné. Vous disiez à l'instant que vous alliez porter à la connaissance aussi de la commission. Vous arrivez avec... alors je ne sais pas si c'est ce cahier, là vous avez un dossier, mais je sais que vous consignez dans un cahier tous les témoignages que vous avez entendus, qui vous ont été apportés. Est-ce que d'abord c'est très lourd de porter tout ça sur vos épaules? J'ai presque l'impression que le fait de les consigner dans votre cahier vous permet en quelque sorte de les mettre dans un petit coffre, de les poser proches mais pas trop proches de vous. Comment vous faites pour vivre avec tous ces témoignages dans votre esprit, dans votre mémoire? En tout cas, il faut que quelqu'un s'y mette. Enfin, j'ai envie de dire, on est en train de se libérer au niveau national de quelque chose qui est historique. On vit un moment historique. Voilà. De tous ces châtiments. Parce qu'on ne fait pas le procès de la fessée ou de la gifle. Je veux bien que les téléspectateurs ils comprennent. Ce sont des humiliations, des brimades, des actes de torture qui sont qualifiés comme tels. Quand vous faites des piqûres à des enfants par sadisme, des piqûres d'eau ou d'alcool, on ne peut pas qualifier autrement que par des actes de barbarie et de torture. J'ai juste une question. Mathias parlait d'un système de prédation, c'est le mot que Mathias a employé. Ce qui nous sidère, nous, au-delà de la souffrance et des témoignages, c'est l'absence de contrôle de ces établissements, et c'est l'objet de la commission d'enquête qui se réunit au Parlement aujourd'hui, qui vous reçoit. Il y a une autre question que tout le monde se pose, je pense, c'est la propagation de la parole dans les familles, parce qu'il y a les enfants, et puis beaucoup de silence. J'imagine que tout ça est en train d'exploser et que dans les familles, les parents qui ont mis ces enfants dans ces établissements, qui savaient ou ne savaient pas, qui ont vu ou ne voulaient pas voir, j'imagine que ça doit faire exploser des familles entières maintenant. Alain Esquer. Absolument. C'est ça le drame en fait. C'est que déjà il y a eu un drame auparavant. Et il y en a un nouveau aujourd'hui, parce que on a des parents qui disent « mais vraiment, il faut oublier, ne viens pas me culpabiliser à 85 ans avec ton histoire, il va falloir grandir » à des gens qui ont 40, 50 ans. J'étais dans l'avion tout à l'heure. Une dame, elle m'a reconnu. Elle est venue me raconter le viol de sa fille à l'âge de 15 ans. Je pense que toutes les familles en France sont impactées, de près ou de loin, sur un sujet qui est tabou, parce que là, on est dans un univers clos. Et ça veut dire qu'après des années de silence, il y a une forme encore aujourd'hui de déni? Oui. Ah, mais c'est évident. Abbé Pierre, il y a aussi un sujet. Il y a l'affaire Abbé Pierre, évidemment. Mais on dit toujours que la parole se libère. Ben, moi, j'ai pas vraiment l'impression que la parole se libère. C'est très, très dur. J'ai des témoignages ici qui démontrent le contraire. Les gens ne vont pas comme ça déposer une plainte. La parole, elle commence tout juste à se libérer. Si elle se libère vraiment, nous allons tous en vomir collectivement. Mais précisément, il pourrait en avoir 112 plaintes. Non, on est à 180. On est déjà à 180. À 180 plaintes sur le dossier de Bétarame, et vous allez voir que dans les autres établissements, ça va être par dizaines. 7 autres établissements à vos côtés aujourd'hui de collectifs de victimes qui vont témoigner à la commission d'enquête. Alain, quand vous dites la parole commence tout juste à se libérer. J'ai reçu dans le face-à-face, il y a 3 semaines, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, que j'ai évidemment largement et longuement interrogée sur l'affaire Bétarame. Elle en faisait d'abord une lecture politique, en disant qu'une partie, notamment Mediapart ou LFI, aurait voulu en faire une lecture politique. Je précise ici que je trouve particulièrement puissant et digne et juste le fait que vous ne soyez à aucun moment dans une question politique. Vous êtes dans une question de victime qui veut être entendue, reconnue comme telle, et que la dignité justement de ces enfants soit reconnue aujourd'hui. Mais il y avait aussi l'idée qu'il y avait des contrôles qui allaient être faits dans les établissements privés. Mais je demandais alors à Elisabeth Borne, et le problème c'est que Bétarame, nous étions à ce moment-là en février, il était prévu un contrôle effectivement de l'établissement le 17 mars, qui a donc eu lieu cette semaine. Mais nous étions 3 semaines en avance. Et je lui disais, mais
est-ce qu'il ne faut pas changer le système et faire en sorte que les contrôles soient inopinés, spontanés, qu'on ne prévienne pas des semaines à l'avance? Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui dans la prise de conscience? C'est-à-dire que vous en parlez au passé, il y a ce qui s'est passé, mais il y a ce qui potentiellement se passe encore aujourd'hui. Est-ce que l'État n'est pas encore dans une forme de déni? Moi, je le crois, Pauline. On a un coup toujours... au lieu d'avoir un coup d'avance, on est en retard. Annoncer effectivement une inspection, c'est un simulacre, c'est du théâtre, en fait, d'envoyer cette mercenaire à Bétarame. Ce que je crois, par contre, c'est au contrôle inopiné. J'étais directeur d'EHPAD pendant 17 ans. Et dans les EHPAD, nous avons des contrôles inopinés à 6 heures du matin par les agents du conseil départemental et de l'agence régionale de santé. Et ils sont intraitables. C'est-à-dire et que... tant mieux. Et tant mieux. Ils vont aller collecter des données auprès des personnels et interroger les personnes âgées sans notre consentement. Parce que c'est normal, ils nous financent. Et bien, allez-vous proposer à Elisabeth Borne la même chose? Absolument. Nous allons lui proposer, et c'est pour ça que je porte un dossier sur la création d'un office national de prévention et de contrôle des établissements sous contrat, et notamment quand ils sont dotés d'un internat, afin de pouvoir réaliser ces contrôles avec des membres de l'office et aussi de l'éducation nationale. Il y a la question des contrôles, il y a la question aussi de la parole de ces enfants. L'une des idées énoncées par le ministère de l'Éducation, c'est de faire des questionnaires auprès des enfants. Alain Esquer, si à l'époque, et je ne sais pas si ça a été fait, on vous avait demandé... Est-ce que quelqu'un d'abord l'a fait? Est-ce qu'un adulte vous a demandé, à vous, petit enfant, Alain, est-ce que tu vas bien? Est-ce que les gens s'occupent bien de toi? Est-ce qu'on vous a posé la question? C'est évidemment que non. Ça commençait par nos parents qui ne nous posaient pas la question et ça continuait par les enseignants qui voyaient très très bien quand on revenait en classe qu'on avait la tête complètement défoncée. Non. On ne pose pas de questions. Moi, je ne crois pas à la vertu du questionnaire. Et si les enfants, aujourd'hui, sont interrogés à Bétarame, vous pensez bien qu'il y a une pression collective, à la fois des parents et aussi entre élèves, pour dire, bon, aujourd'hui, quand même, l'établissement, il a changé. C'est vrai, heureusement, d'ailleurs. Sinon, il serait fermé immédiatement. Mais la parole de l'enfant, elle est détournée. Et si on vous l'avait demandé? C'est-à-dire, est-ce que... Moi, j'aurais rien dit. Je n'aurais rien dit. En tant qu'enfant, je n'aurais rien. Alors aujourd'hui, Alain Esquer, vous vous souvenez du jour où vous avez décidé qu'il fallait témoigner, de ce qui a basculé? Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous avez dit? Et à quel âge? Depuis longtemps, je suis ce dossier de Bétarame puisque j'étais aux côtés... de ce père, Lacoste Séris, en 1996, et de cette enseignante courageuse, Françoise Gulug, professeure de mathématiques, qui va se faire renverser par des élèves, fracassée au sol, le rapport d'inspecteur qui est uniquement à charge. Enfin, c'est une honte, ce type de dossier à charge. Pourquoi un jour vous avez parlé? Mais parce que ce que j'ai vécu à Bétarame était inacceptable et intolérable. Et je n'ai eu que des violences physiques. Est-ce que vous avez croisé votre agresseur? C'est ça le déclic? Oui, j'ai croisé mon agresseur. Mais je veux dire que je suis dans ce combat depuis des décennies. Mais personne ne voulait l'entendre. Je distribuais avec ce père qui était vice-président de l'Appel. Aujourd'hui, qui est l'association des parents d'élèves. Elle est derrière moi. Mais à l'époque, les parents d'élèves nous jetaient au visage les tracts que nous distribuions. Alors qu'on s'insurgeait juste de la violence qu'il y avait dans l'établissement. Et vous avez ce jeune Marc, courageux, à 15 ans, qui déclare sur les chaînes nationales, il demande juste que les surveillants soient moins brutaux. Personne n'a bougé. Personne. Ni l'éducation nationale, qui n'a strictement rien fait, ni les politiques du coin, ni la justice. Et c'est ce que vous espérez évidemment aujourd'hui, non seulement la justice, mais aussi l'éducation nationale. Un très grand merci d'être venu ce matin merci à vous avec nous, Alain Esquer, donc porte-parole des victimes de Bétarame. La journée, on le sait, va être très chargée pour vous. On la suivra bien sûr. Je voudrais également mentionner Bétarame, 50 ans d'Omerta, le documentaire Ligne rouge